BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à tous. Beaucoup de plaisir évidemment de vous retrouver comme chaque week-end, à la fois sur BFM Business, vous le savez, à la radio, à la télé, le samedi et le dimanche, mais aussi un petit peu avant en podcast et sur 01 TV, l'audio, la vidéo, De quoi je me mêle sur tous vos écrans. Merci d'être là. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle, un gros round-up de cette semaine dans le domaine de l'actu tech. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous avez toujours le hashtag DQJMM sur Twitter pour évidemment réagir à tous les sujets qu'on évoque. Et puis bien sûr la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous et bienvenue, c'est parti. Un bon club de la presse IT maintenant, avec les ténors de l'actu tech, on peut le dire quand même, même s'ils ne vont pas nous faire ça en chantant, au mieux peut-être. Éric Le Bourlou est là, bonjour Éric. Hello. Rédacteur en chef de 01net.com, et à ses côtés, c'est Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour Eric, bonjour à tous. Merci mille fois à tous les deux d'être là pour commenter l'actu. Anthony que vous pouvez retrouver sur BFM Business le matin, mais aussi avec Estelle Denis sur RMC. Ouais. Voilà. Tous les midis, voilà. Et puis, bien sûr, une actualité, encore une fois, très chargée. On va parler de l'Europe qui a envie vraiment de reprendre le lead en matière d'espace. C'est important. Amazon qui lance un nouveau produit que tu as pris en main, Eric, et puis plein d'autres choses, évidemment. Mais on va commencer par les cryptos. Sujet qui passionne à la fois Anthony et Eric. Je le sais, on en parle souvent. Ouais. Et il y a des études qui tournent en ce moment, Anthony, qui sont assez intéressantes concernant le nombre de Français qui s'intéressent à ces technologies et qui ont même acheté des cryptos. Qui sont de plus en plus conquis par les cryptos. Enfin voilà, c'est une étude hyper intéressante là, qui a été publiée par Ipsos et le cabinet KPMG, qui montre, alors c'est le chiffre qui ressort de l'étude, que 8% des Français ont déjà investi en crypto en 2021. 8% des Français, alors on était 3% en 2020, donc déjà c'est un bond. Et 8%, c'est énorme. C'est plus, par exemple, que le pourcentage de Français qui, aujourd'hui, ont acheté des actions, par exemple. Il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui ont des actions. Et puis surtout, c'est une tendance lourde, puisque 30% des sondés disent que s'ils n'ont pas encore de crypto, eh bien, ils envisagent d'en acheter. Alors bon, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ils ont ça en tête. Donc déjà, premier enseignement assez intéressant. Deuxième chose, c'est le portrait robot des investisseurs. Alors, plutôt des hommes, en moyenne, plutôt des hommes, plutôt jeunes, moins de 35 ans. Pas forcément très riches, ça c'est intéressant. Ouais. On pourrait croire que c'est un truc de riche qu'on fait quand on a déjà de l'argent, etc. Il y a une bonne partie, 37% de ceux qui ont investi en crypto en France, qui gagnent moins de 18 000 euros par an. Donc c'est aussi un enseignement intéressant. Et alors les raisons, quelle est la raison de cet engouement ? Il y en a plein, les facteurs sont multiples, mais on peut retenir le fait que ce soit de plus en plus facile d'investir dans les cryptos. Aujourd'hui, vous avez plein d'applis qui permettent en 3 clics, que ce soit les applis spécialisées, Coinbase, Binance, Crypto.com, ou alors des applis comme eToro, etc., qui servent à trader des actions. Mais même Lydia aujourd'hui. Lydia, exactement. C'est absolument incroyable. Lydia, et tout le monde a Lydia, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée formidable pour les cryptos aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui veulent tenter le coup, quoi. Évidemment. Et puis alors l'autre raison, peut-être plus importante encore, c'est la situation économique dans laquelle on est, tout simplement. C'est-à-dire problème de pouvoir d'achat, inflation. Les Français, comme tout le monde, ils cherchent des solutions. Ils voient que le livret A c'est 1% et que 1% avec de l'inflation, tu perds de l'argent. Et donc ils cherchent des solutions. Alors peut-être plus risquées, parce que les cryptos, évidemment, il y a un risque, mais qui sont potentiellement plus rémunératrices. Et donc, ça explique ce boom absolument étonnant. Et le dernier chiffre, moi, qui m'a marqué dans cette étude, il y en a plein, mais celui-ci est aussi très intéressant, c'est que ça pourrait devenir un enjeu, y compris dans la campagne présidentielle. Il y a 18% des sondés qui disent que la position des candidats sur les cryptos va influencer leur vote. Donc, tu vois, ça devient un enjeu. Les Français veulent que les politiques, beaucoup de Français veulent que les politiques s'en emparent. Et d'ailleurs, Éric Zemmour s'est déplacé cette semaine chez Ledger. Ledger, qui est une entreprise française. Qui est l'une des pépites dans ce domaine-là. Françaises, exactement. Et donc, Ledger a invité tous les candidats à venir. Zemmour l'a fait. Il a fait une batterie de propositions sur les cryptos, sur la taxation des cryptos, etc. C'est intéressant. Il faudra voir maintenant ce que les autres lui répondent. Mais en tout cas, on voit que c'est en train de devenir... Il y a quelques années, c'était encore le truc, le truc de geek. Et puis la mauvaise image, c'est le truc qui sert aux criminels à blanchir de l'argent. Non, maintenant, c'est devenu quasiment, j'allais dire un investissement de papa. Non, peut-être pas quand même, mais enfin, en tout cas, un investissement presque comme un autre. Il faut faire attention, quand même, avec les cryptos, on ne le répétera jamais assez. Bien sûr. Eric, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, c'est très simple désormais d'investir. C'est vrai que tu comparais ça avec le fait d'acheter des actions. Acheter des actions, c'est beaucoup plus finalement compliqué et beaucoup plus intimidant que d'acheter des cryptos aujourd'hui. Effectivement, avec une simple appli, on prend n'importe quelle appli, on met son numéro de carte bleue, puis hop, c'est parti. On peut convertir ça en crypto-monnaie. Donc, mais après, ce qui m'intéresse aussi dans cette étude, c'est le fait que, bon, ce qu'on retrouve parmi les cryptos les plus populaires, il y a évidemment Bitcoin, qui reste Bien sûr. la crypto-monnaie la plus populaire. Et puis, ça suit en fait La plus finalement lisible, c'est-à-dire que la plus ancienne. Bien aussi. sûr. la plus Et ancienne. peut-être la plus, entre guillemets, sûre, dans le sens où, Oui. au-delà du côté spéculatif qui existe évidemment avec les cryptos, il y a ce côté valeur refuge. Beaucoup Ouais. disent que c'est de l'or numérique, finalement. Il y a 21 Ouais. millions de bitcoins. Enfin, il y aura 21 millions à terme. Ouais, qui Il n'y en aura pas un de plus. Et donc forcément, forcément, en tout cas, il y a une bonne chance pour que la valeur continue de croître. Ouais. Voilà. À long Et terme. effectivement, c'est suivi par l'Ether, qui est très populaire aujourd'hui, et puis Bitcoin Cash, qui est un fork de Bitcoin qui a déjà quelques années, mais qui est un petit peu plus surprenant parce que finalement, c'est une monnaie qui est moins populaire, beaucoup moins populaire que les deux autres. Moi, il y a aussi ce qui, à titre personnel, ça m'ennuie un peu parce que quand j'ai découvert Bitcoin et que j'ai pas voulu mettre 50 € dedans en 2009 ou 2010. c'est vrai. On en Bah, en est tous plus, là, je crois. On en est tous je là. trouve En que plus, c'est un petit nous, peu on dommage. était vraiment au début de l'histoire, quand on a vu arriver ce machin. Mais oui, on en parlait, on écrivait des papiers, c'est on ça. faisait des sujets, mais au lieu de faire des qu'effectivement- sujets, on aurait mieux fait d'en acheter. Exactement. Voilà. Et comme tu le dis, effectivement, on trouvait que c'était un petit peu enfin, même si la techno était à l'époque complètement géniale et novatrice, on estimait que c'était sans doute un délire de geek qui n'allait pas Ouais. aller plus loin que Puis il y avait cette quelques nerds méfiance qui aussi, allaient miner bien sûr. du Bitcoin sur leur machine. Aujourd'hui, là, on voit en image quelques fermes de minage. C'est plus un petit PC Non. comme à l'époque qu'il faut pour miner des Bitcoins. Non, c'est Ouais. devenu des entreprises à vraiment fait. voilà, qui sont. Avec la Chine, bien sûr, qui est Alors, la Chine qui l'une des l'interdit Ouais, industries. qui l'interdit, ouais. Oui. Non, ils l'interdisent, mais les mineurs, ils sont Migrent. partis ailleurs, Ouais, ils sont partis dans plein de exactement. pays. Aux États-Unis, notamment. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est des endroits où l'électricité coûte pas cher. C'est ça. L'enjeu, c'est vraiment ça. Ouais. Parce que Donc, c'est très Texas, énergivore, bien notamment, évidemment. Le Exactement. Texas, c'est devenu un peu le nouvel Eldorado parce qu'évidemment, ils ont beaucoup de pétrole. La Ouais. Russie aussi. Alors, on a cru qu'ils allaient interdire le Bitcoin. Enfin, il y avait eu pas mal de rumeurs. La Banque centrale de Russie avait dit qu'ils allaient regarder ça de très près. Et puis finalement, Poutine a dit non, on va même permettre en fait à des régions de Russie qui font du surplus énergétique de miner du Bitcoin carrément, et ils vont accepter aussi le Bitcoin comme une monnaie étrangère, comme l'euro ou comme le dollar. Donc c'est quand même des signes, encore une fois, parce qu'on parle du côté spéculatif des cryptos, et c'est une réalité. On peut investir en crypto comme on fait du casino, c'est-à-dire si vous mettez vos économies sur une obscure crypto qui vous a été vendue par un influenceur sur YouTube, ça équivaut à mettre tout son argent sur À la poubelle. ou sur un numéro à la roulette, on va le dire Oui, comme c'est ça. mais si on est sur une stratégie d'investir une petite partie de ses économies sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, de diversifier son portefeuille, etc., là, pour le coup, on peut Oui. y voir un investissement finalement pas plus bête qu'un autre. En tout cas. Non, mais c'est clair. Et puis il y a aussi le côté ludique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout les jeunes peuvent très bien jouer à FDJ, enfin des trucs. Vous Ouais, savez, alors si tu compares ça au jeu mais d'argent, je pense qu'il y a aussi une notion un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu un pari en quelque sorte, et on peut gagner très vite de l'argent, on peut en perdre, un peu comme dans tous les jeux de grattage. Ouais, alors j'espère que c'est pas forcément la bonne mentalité Non, c'est clair, pour mais approcher le Bitcoin. Si Bien tu le sûr, vois vraiment mais comme ça. tout dépend de la somme que tu joues. Aussi, c'est toujours vrai, pareil. vrai. Non, Et mais tu vois, pour moi, ce qui est intéressant dans cette étude, ça serait de savoir combien ça Alors, représente exactement. ces 8% de tu as Français. tout à fait Parce qu'il raison. y en a peut-être qui ont mis 10 € et c'est C'est ça. peut-être l'immense majorité finalement. C'est le On sait chiffre pas qui trop. manque dans l'étude, c'est le montant moyen du portefeuille. Il est probable que effectivement le portefeuille il soit plus proche effectivement de 10 ou de 50 € que de 100 000 €, tu vois. Mais ce serait un chiffre qu'il faudrait. Mais effectivement, en fait, moi, ce qui me fait un peu peur, entre guillemets, les comportements qui me font peur quand je regarde, je suis assez souvent sur les forums crypto et tout ça, c'est quand je vois notamment aux États-Unis des très jeunes qui sortent de l'école, mais en même temps je comprends la logique, parce qu'ils voient la situation économique, ils se disent en gros, moi, le seul moyen pour que j'ai une retraite d'ici quelques décennies, pour que je puisse m'acheter une maison, pour que je puisse en fait
avoir un avenir Bien sûr, et bien sûr. sortir Une de- épargne, du- du- sur laquelle exactement. on peut miser. C'est d'être all-in sur les cryptos. Donc voilà, et il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui vraiment Ouais. mettent tout leurs Alors, économies. Donc là, voilà, c'est peut-être soit, pas... soit c'est nous qui sommes trop méfiants. Non, mais bien finalement. sûr, mais c'est toujours Ouais. pareil. Le Soit, conseil, c'est toujours miser investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce qu'il y a C'est ça. zéro certitude. Ouais. Ceux qui vous disent que ça va tomber à zéro, ils en savent rien. Ceux qui vous disent que le Bitcoin vaudra $1 million dans quelques années, ils en savent rien non plus. Personne n'en sait rien. Ça, Même s'il y a des études très sérieuses de grands cabinets financiers Oui. qui prévoient un avenir incroyable Absolument. concernant le Bitcoin, justement. Hein. Enfin, vous avez... Tout ce qu'on peut constater, c'est les tendances lourdes Oui, de bien marché. sûr, C'est le bien fait sûr. qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent, donc ça c'est plutôt un bon signe, de plus en plus de gens qui utilisent aussi le Bitcoin, parce que nous en France, c'est vrai qu'on a cette vision, on est un pays très bancarisé, on a tous un compte en banque, il n'y a pas de problème pour transférer de l'argent. Il y a plein de pays où c'est une Oui. galère, où les gens n'ont pas de compte en banque. Le Bitcoin, ça leur permet de transférer de l'argent sans frais, etc. Donc il y a aussi une valeur d'usage derrière. Donc il y a toutes ces tendances lourdes qui sont là, des pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie légale. Tout ça, ça va quand même dans le sens de on n'est pas sur une mode mais sur une vraie révolution technologique qui est là pour rester. Donc voilà. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, derrière tout ça, pour fabriquer ces bitcoins, il faut eh bien, de la puissance de calcul. Ah oui. Il y a un engouement de la part de tous ces fondeurs qui voient l'Eldorado aussi arriver. On le sait que Nvidia est très bien positionné sur le minage de bitcoin. Avec Surtout sur le minage d'Ether, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que Bitcoin, il faut des ASICs en fait. Faut des ASICs, ouais. Enfin, C'est à une époque, il fallait juste un simple PC. Après, il a fallu des GPU, comme typiquement ce que vend Nvidia. Et maintenant, il faut effectivement des ASICs qui sont des puces spécialisées là-dedans, Et qui font... qui coûtent beaucoup plus cher D'accord, c'est ça. que des GPU. Et donc Intel, qui évidemment se positionne sur ce marché. Bien sûr, ils surfent sur cette vague crypto. Là, ils ont annoncé, on l'attendait d'ailleurs cette annonce, mais une puce spécifiquement conçue pour le minage de crypto et qui serait, alors c'est le gros argument commercial, 1000 fois plus efficace en termes de consommation énergétique par rapport au GPU traditionnel, parce que Ah ouais. vous savez que c'est la grande critique qu'on fait par rapport au minage de crypto, c'est que c'est très énergivore, que voilà, ça consomme, on donne toujours des chiffres incroyables. Alors, je ne sais plus si ça correspond à la consommation énergétique d'un pays comme la Belgique ou comme l'Argentine. Tous les mois, ça change. De toute façon. Enfin, c'est une grosse consommation énergétique, même si c'est un argument qu'on peut aussi... qui apprendra aussi avec des pincettes parce que, on l'évoquait il y a quelques minutes, mais il y a une bonne partie des cryptos et du Bitcoin qui est miné en utilisant soit des énergies renouvelables ou soit du surplus énergétique, donc de l'énergie qui est produite mais qui de toute façon aurait été perdue, elle n'aurait pas été consommée. Donc au final, c'est pas une perte sèche. Mais bon, voilà, il y a quand même cet argument énergétique qui est important pour plein de gens, c'est assez logique. Et donc Intel met un peu le paquet là-dessus. Et l'un des premiers clients, a priori, ce sera Block. Block, c'est la nouvelle entreprise de Jack Dorsey, qui veut, donc le fondateur de Twitter, X-Square, je crois que c'est. X-Square, exactement. Il a fait plusieurs aventures à succès quand même, on peut lui donner ça. Bien sûr. Et qui veut démocratiser le minage de Bitcoin. Et donc, il serait assez intéressé par ces nouvelles puces Intel. Ouais. Voilà, tout cet écosystème qui se C'est crée. intéressant parce qu'effectivement, il compare. Alors, ça, c'est donc un ASIC. C'est un ASIC. C'est une puce faite pour le minage de Bitcoin spécifiquement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il compare ça effectivement à des GPU. Or, il faudrait vraiment, pour qu'on sache quel est le ratio, qu'il compare ça avec. Parce qu'ils disent que c'est 1000 fois plus puissant qu'un GPU, et c'est sans doute que c'est vrai. En revanche, qu'il compare ça avec ce qui existe comme puce aujourd'hui dédiée au minage de Bitcoin. Par contre, effectivement, il joue la carte de l'efficacité énergétique, mais c'est quand même assez opportuniste ce move d'Intel. On sait qu'Intel est en train de bouger beaucoup en ce moment depuis que leur PDG a changé. Ils sont un petit peu sur tous les fronts, et là ils vont sur le front de la crypto parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Nvidia aussi. Nvidia a cartonné. Alors c'est pas pour le Bitcoin, c'est pour l'Ether, en vendant des cartes graphiques à tour de bras pour faire ça. Ils ont même levé le pied d'ailleurs parce que ils ont été obligés parce qu'en fait finalement les gamers ont Les du joueurs mal à trouver les joueurs qui Ouais. sont en fait finalement là quand même les premiers clients de Nvidia avaient du mal, et ont toujours d'ailleurs du mal à trouver des cartes graphiques à un prix à peu près correct, puisque les mineurs, parce que là on voit par exemple ce que c'est qu'une ferme incroyable. de minage. Si vous êtes avec nous en vidéo, c'est impressionnant. hallucinant quoi. Et c'est hyper impressionnant. C'est complètement dingue d'un point de vue effectivement énergétique. Donc là, le fait que Intel fasse un effort, en tout cas, pour proposer des puces plus
moins énergivore, pardon. C'est quand même un move intéressant. Par contre, on va voir le prix, hein, parce que bon, si c'est les premiers clients, c'est notamment Jack Dorsey avec Block, et puis d'autres gros poissons du minage de crypto. C'est des puces qui vont coûter très cher. C'est pas des puces pour mettre dans son ordinateur, dans son rig de minage. Ça va être des puces qui vont coûter plutôt très cher. Ouais. Passionnant, hein, ce sujet, bien sûr. Et c'est vrai que c'est toujours tentant de se dire, allez, on investit un petit peu. Voilà, écoutez, hein, c'est comme quand on rentre dans un casino. Hein. Et une fois qu'on y a goûté, c'est non mais puis même, au-delà de la spéculation, encore une fois, la tech est vraiment passionnante. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on a du mal à en sortir. C'est ce que tu dis souvent, hein, d'ailleurs. Hein, il y a une espèce de, on devient accro en fait à ça. Ouais, accro. Alors après, en tout cas, mais je pense que c'est comme les boursicoteurs. Il y a quoi ? Il y a 15 ans, 20 ans, tu vois. Oui. Il y avait une espèce de comment dirais-je, d'appétit à tout le temps être sur Internet pour voir justement le coût des actions, si ça a évolué. etc. On est un peu dans cette même. Puis c'est vrai que les applications ont beaucoup gamifié aussi la chose. Exactement. C'est vraiment les interfaces sont ultra ludiques. Tu vois, tout est fait pour que tu vas avoir des systèmes de récompense quand tu investis tant d'argent tous les jours. Tu vois, tu as tout ce truc. Oui, bien sûr, tu as toute une gamification. Une gamification. Tu as raison. Dans l'actualité aussi, alors c'est un petit peu plus sérieux, mais c'est tout aussi passionnant, c'est l'espace. Et c'est la volonté de l'Europe d'essayer de rester dans la course de l'espace. Ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'on est un pays historiquement hyper puissant dans le domaine spatial, avec Ariane, etc. Enfin, on ne va pas vous refaire toute l'histoire. Et donc, l'Europe essaie de se repositionner sur ce sujet, Eric, avec Emmanuel Macron, qui était donc mercredi dernier à Toulouse, avec un discours assez ambitieux concernant le repositionnement de l'espace au niveau européen, avec pas mal de chantiers, dont notamment un réseau Internet par satellite européen. Alors qu'il avait déjà été mentionné à plusieurs reprises, mais ça y est, cette fois le projet est validé, donc ça va se faire. Il s'agit en fait tout simplement d'aller chercher Elon Musk et son réseau Starlink, qui a déjà, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est d'ailleurs ces satellites au-dessus de nos têtes, il y en a déjà pas mal qui circulent. Et il y en aura de plus en plus, visiblement. Il y en aura de plus en plus. Eh bien, l'Union européenne va faire de même, va créer un réseau donc souverain européen d'internet par satellite. Donc on ne sait pas encore. Alors on espère que qu'il n'aura pas la même destinée que Galileo. Je ne sais pas si vous vous souvenez des galères qu'a été Galileo. Ça existe. Ça fonctionne aujourd'hui, mais en fait, ça a été très long pour répondre au GPS. Et puis ça a été un gouffre financier, ce truc-là. Voilà. Donc, mais effectivement, est-ce qu'il est bon de voir Elon Musk et ses satellites, même s'il y a d'autres projets concurrents, mais en tout cas c'est le plus ambitieux, dominer la connexion à Internet par satellite dans le monde, on peut se dire quand même que effectivement l'Europe a sa place, a son rôle à jouer, surtout que comme tu le dis, on est quand même une puissance spatiale et ce serait un petit peu dommage de laisser ça uniquement aux Américains. Les premiers satellites devraient s'envoler dès 2024, mais on n'a pour l'instant aucune donnée vraiment technique sur les débits que ça pourrait avoir, qui ça pourrait concerner, et encore moins évidemment si les prix seraient accessibles ou non. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont précisé quand même, c'était sur les usages. Alors, la notion de souveraineté numérique et de souveraineté spatiale, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et sur les usages qu'on pourrait faire de ces satellites, ce serait notamment des communications pour les militaires, des communications chiffrées. Des communications éventuellement de secours en cas de cyberattaque, par exemple, ou alors en cas de catastrophe naturelle. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui ont été pensés au-delà du fait de mais est-ce qu'il y aurait une offre commerciale malgré tout, ou est-ce que finalement ce sera un réseau, on va dire, un peu B2B, enfin pas B2B, mais en tout cas pour préserver justement cette souveraineté de l'Internet spatial? C'est ça la question. Je crois comprendre, c'est qu'il y aura une offre commerciale. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de détails, mais par exemple, ils ont parlé, me semble-t-il, d'aller fournir des services en Afrique. Donc, a priori, là, pour le coup, ce serait pour vendre du forfait, comme le fait Starlink également. On pourrait imaginer en France avoir aussi des services proposés dans les zones blanches, parce que c'est clair, mais qui viendra en concurrence 5G, frontale. 6G, qui deviendra en concurrence frontale avec l'offre de Starlink.
Alors oui, pour le coup, oui. Enfin, Ouais. Et les là, pour autres le coup, y arriveront, parce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres offres. Il y hein. aura- Oui, oui. il y a d'autres systèmes de ce genre qui sont en train Boeing d'être mis travaille en sur le place, sujet. exactement. Mais effectivement, le problème de Starlink, c'est que bon, c'est vrai que c'est très cher pour s'y connecter. Et puis, c'est effectivement un réseau sur lequel on a, en tant que client, on n'a pas vraiment comment dire, de choix. On est obligé de faire confiance, effectivement, à ces Ah oui, satellites certain. qui passent au-dessus de nos têtes. Et donc, effectivement, est-ce qu'on doit faire confiance à Elon Musk et à et aux éventuelles écoutes qu'il peut y avoir sur ces satellites? C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, quoi. Ceux qui vont pas être contents, c'est les astronomes aussi, parce que Ouais. déjà qu'avec les Oui. dizaines de milliers de satellites de Starlink qui faisaient la tête, parce que effectivement, apparemment, ça crée des brouillages. Alors, je sais pas exactement comment, mais en tout cas, ça gâche un peu leur expérience. Mais alors là, ce qu'on voit et ce qu'on comprend en fait, parce qu'effectivement, il y a plusieurs services concurrents qui vont se lancer, et à chaque fois, ce sont des milliers et des milliers de satellites. C'est qu'on n'a pas fini, on n'a pas Ouais. vu, on n'a pas vu le bout, quoi. D'autant qu'ils sont en orbite basse, ces satellites, rappelons-le. Oui. C'est pas des satellites géostationnaires à 36 000 km d'altitude. Là, ils sont à Ouais, quelques 500, centaines de kilomètres. À peu près à 500 km. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, il en faut beaucoup, Et puis on les beaucoup voit dans plus. le ciel, clairement, même à l'œil nu. Donc, Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en voir, mais Moi non plus, mais je Ça doit regarde être, pas, je regarde ça pas doit assez être le assez ciel. étonnant. C'est ça, je suis pas assez poétique, je ne regarde pas vers les étoiles. Mais c'est vrai déjà, qu'on le voit moins déjà à Paris Paris, pour voir le peut-être, mais à la ciel, c'est campagne. compliqué. Mais c'est vrai il qu'à arrive de la les campagne, ou croiser. bien sûr l'été, peut-être quand le ciel est clair, ça doit être. Ça doit Même être assez si Elon impressionnant. Musk a annoncé qu'effectivement ce serait moins un problème à l'avenir, puisqu'il a soi-disant une technique pour empêcher le reflet Oui. du soleil sur ses satellites et qui Oui, les normalement il devrait masquer, être plus. les rendre plus noirs cachés, en voilà. quelque sorte. Enfin, je sais pas, mais il y a tout un système. Mais c'est vrai, est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a assez de place finalement tout autour de la planète pour avoir autant de satellites qui, au bout d'un moment en plus, ne fonctionnent plus, vieillissent, deviennent. Et créer des débris spatiaux. Parce que Voilà. c'est aussi ça l'enjeu, C'est ça. c'est la pollution. Alors pas Mais seulement la oui. pollution, mais c'est vraiment tous ces milliers et ces milliers, Ouais. ces millions plutôt de petits débris Ouais. qui créent d'autres débris en collisionnant les uns avec les autres et qui créent des risques, y compris pour la Station spatiale internationale, vrai, de collisions très sévères. Exactement. Et Alors là, quand- d'ailleurs, c'est marrant parce que Starlink en a perdu une cinquantaine là, de satellites ouais. très récemment, à leur dernier lancement, puisqu'ils ont subi une tempête géomagnétique au lancement et ils sont tous retombés. En fait, il y en avait 50. J'imagine pas le prix que ça a dû coûter, ça. Mais a priori, personne ne s'en est pris un sur le coin de la tête. Ils ont été détruits dans l'atmosphère. Donc bon, ça a dû créer une certaine pollution, mais en tout cas, personne n'a été blessé par la Dingue, retombée de Ah, ces satellites. ça nous ramène à notre nature quand même très fragile, quoi. C'est-à-dire Oui. que dès que tu as une tempête solaire, bon, tu ne peux pas faire grand-chose, quoi qu'il Non, arrive. Toute c'est la technologie clair. du monde. Même tu peux y Elon aller. Musk, hein. Voilà, même Elon Musk, Même il n'est pas plus exactement. fort que la tempête solaire. Voilà, il tient pas le coup. Ouais. Dans l'actualité, tiens, on a parlé d'Elon Musk, un petit mot sur Jeff Bezos. Alors, non pas lui directement, mais en tous les cas, Amazon. Amazon qui vient de lancer un énième produit éco, parce que vous le savez, il y a tout un écosystème, c'est le Oh, cas de c'est le pas dire. mal ça. J'ai même pas voulu la faire en Joli. fait, celle-là, elle est sortie comme ça, avec, vous savez, Alexa, la reconnaissance vocale, etc., de plus en plus de services. Oui. Et là, on vient d'avoir un nouveau produit qui vient d'arriver, Oui, qui il est vient un de tableau. sortir. C'est un tableau, oui. Alors, Un tableau, un grand écran, on va dire. ouais, ça s'appelle l'Echo Show 15 pour 15 pouces. Et effectivement, il lance ça en France. Il avait déjà lancé il y a quelques mois aux États-Unis. C'est leur nouveau produit qui est plutôt destiné à être mis dans une cuisine, puisque Amazon le vend comme un espèce de hub pour toute la famille où on va pouvoir se regrouper autour de cet écran. On va pouvoir mettre des pense-bêtes, par exemple, sur la porte, un peu comme ce qu'on a sur son frigo aujourd'hui, des petits post-it virtuels pour dire n'oublie pas d'acheter du lait ou je reviens à telle heure. Et on peut effectivement ajouter des espèces de widgets comme ça à cet écran. Donc c'est une interface qui a été légèrement remodelée par rapport aux produits qu'ils avaient précédemment, et c'est toujours quelque chose qui sert principalement, on va dire, à de l'interaction vocale. Donc on peut interroger Alexa sur à peu près tout, lui demander la météo, lui Des recettes de indiquer cuisine, recettes bien de sûr. cuisine, les rappels, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, il positionne ce produit dans la cuisine, parce que en général, la voix est une ergonomie, en tout cas une interface intéressante, parce que quand tu cuisines, ou tu as les mains dans l'eau, ou dans la farine, ou dans je sais pas quoi, Ouais.
Faudrait voir les usages les plus fréquents avec Alexa, C'est mais je vrai. pense qu'effectivement, donne-moi, lance le minuteur et donne-moi la recette de cuisine de tel ou tel Clairement. plat, ça doit figurer tout en haut de la liste, hein, C'est vrai. probablement, Ouais, avec la ouais, ouais. musique. Après, ça peut servir de télécommande d'objets connectés, hein, d'ampoules, etc. Parce que Amazon est très performant aussi dans l'écosystème de Oui. la maison connectée, hein, Oui. Les caméras, etc. Et puis c'est aussi intéressant parce que c'est aussi une télé. Parce que tu as Molotov, tu as tous les services de streaming. Alors, justement, Vas-y, t'as vas-y, je t'en prie. T'as Molotov, mais tu n'as pas tous les services de streaming. Et tu as notamment, par exemple, pas MyCanal. En fait, c'est toujours le même problème avec ce genre de produits, c'est que ce sont des plateformes ultra fermées, où, en gros, Amazon deal des partenariats avec les gens qui veulent bien arriver sur sa plateforme, mais il n'y a pas d'App Store ou de Play Store Oui. où on peut les trouver sur des smartphones. Ce sont des plateformes très fermées. Donc, effectivement, tu as Molotov, tu as Netflix, c'est vrai. Il y a Amazon Prime Video, évidemment, mais il y en a d'autres. Il y a YouTube aussi, je crois. Non, il n'y a, pas YouTube, justement. En fait, ouais. C'est gênant, alors, du coup. il y a Ouais, ça, YouTube, c'est gênant. si je me trompe, il y a YouTube, mais il faut utiliser pour ça un navigateur qui est donc intégré. Il y a Silk, Ouais, le navigateur d'accord. Donc Amazon c'est qui est beaucoup moins intégré. pratique. Ah. Donc ce n'est pas une expérience qui est super. Il y a en fait un lien vers youtube.com. Tu peux pas qui- passer par l'Amazon Store pour Non, avoir- non il y a même pas d'Amazon Store en fait. C'est ça qui Ah est ouais. un peu bizarre avec ces produits. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on trouve sur Fire TV, Ouais. Ah ouais, qui est ouais. encore Ce une qui est autre offre. dommage parce que sur Fire TV, tu as MyCanal par Oui, exemple. exactement. Ils auraient Et, pu trouver une espèce de compatibilité. Mais alors Ouais. là, c'est un problème pour Alexa, enfin pour ces produits Echo, pardon, mais c'est aussi Google a exactement le même souci avec ses propres écrans intelligents qui sont en fait des univers très fermés comme ça. Et Facebook a aussi la même chose, enfin Meta désormais avec le portal. Donc c'est vrai que c'est des expériences qui sont quand même un petit peu. C'est pas une tablette quoi. C'est ni un smartphone ni une tablette. Et ce qui est marrant, c'est de voir que Amazon continue de multiplier comme ça les types de produits. Plutôt que de faire de nouvelles générations de produits, ils multiplient les genres de produits. C'est la première fois qu'on a un 15 pouces. Le précédent, c'était un 10 pouces, mais avec un écran rotatif. Oui, ils suivaient je sais pas en si fait vous les vous souvenez, personnes, ouais, toujours suivaient dans les la personnes. cuisine, hein, parce Voilà, que toujours dans la finalement, cuisine. Alors, d'ailleurs, quand on a plusieurs dans la cuisine, je te raconte pas le bordel. c'est un Pardon. peu compliqué. Oui, d'autant qu'ils veulent en mettre aussi dans les frigos, dans les fours, parce qu'il y a ça Oui, aussi, hein, c'est vrai, le four que tu c'est vrai. commandes à la voix, je sais, donc quand tu auras tout, Non, mais effectivement, ce qui a il d'intérêt- va falloir un truc central pour tous les commander, C'est vrai. sinon on va pas Ce qui est s'en sortir. intéressant, c'est que souvent, ils positionnent ces produits dans la cuisine. C'est quand même. Alors, c'est alarmant, je trouve, parce que ça veut dire qu'il n'y a que dans la cuisine où on peut avoir ce type de produit. Enfin, le précédent, le gros, là, qui Oui. tournait, c'était la cuisine. Enfin, chaque C'était fois, vrai c'est que dans la c'était plutôt cuisine dans la cuisine, ou dans oui. la chambre à côté de la table de nuit, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que On voyait là sur les images, tu peux le mettre dans le salon aussi comme une sorte de cadre un peu télé, où Ouais. tu dois pouvoir lancer de la visio aussi, etc. C'est dommage parce qu'en termes de design pur, moi j'ai pas testé le produit, mais ça me fait un peu penser à la frame de Samsung, tu sais, Oui, parce c'est qu'en vrai. fait c'est C'est un très écran joli. avec une petite bordure, un petit cadre, comme une œuvre d'art quasiment, et il est plutôt joli, plutôt discret. Donc ouais, dommage qu'il soit pas complet sur Non, la bah, partie c'est soft toujours, et application, quoi. C'est après sans doute que beaucoup de gens peuvent s'en contenter. Effectivement, on peut quand même utiliser Netflix. Vous pouvez l'utiliser comme un écran vidéo tout de même. Est-ce qu'on peut mettre Euh, 01 net, c'est ça là Sur un On TV. peut aller sur n'importe quel site en vrai, mais il faut passer par un navigateur intégré, ce n'est pas hyper pratique. on Voilà, va c'est dire. ça. C'est pas évident. Bah oui, il faut aller sur le site sur zeronet.com et il y a le flux de la chaîne. Donc Voilà. on peut faire ça. Il y a YouTube donc aussi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour les podcasts audio, c'est peut-être plus simple. En Alors revanche. pour les podcasts, oui, c'est plus Amazon a Il y a sa pas- propre plateforme. Juste une dernière chose concernant ce produit, c'est la reconnaissance faciale aussi qui arrive. Hein. Oui. Ça, c'est assez intéressant. Oui. C'est-à-dire que tu te configures ton écran et dès que tu passes devant, il va savoir que c'est Anthony qui est devant. Et il va en fait te proposer du contenu qui t'est destiné Ouais. et avoir une configuration que tu auras établie. Pas mal. Ouais. Alors, ils avancent un peu avec des pincettes et ils marchent sur des œufs avec ce truc-là. Hein. Complètement. oui, parce que Tu bon. peux déconnecter la caméra, tu as même un petit poussoir où physiquement tu bloques la caméra. Vous n'êtes pas obligé de le faire, on vous rassure, c'est si vous voulez, tout est crypté. et puis sur- Ils insistent sur le Oui. fait aussi, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Oui. François, mais effectivement, ils insistent sur le fait que tout est traité en local C'est ça, et n'est pas envoyé sur les serveurs d'Amazon, ce qu'évidemment, ce serait un petit peu tendu. un petit peu tendu, en effet. Voilà. Ils nous avaient fait la même au début des premières Alexa, hein, c'est-à-dire.
Oui. Oui, bah oui. Mais c'est encore flou en fait, parce qu'ils voudraient bien que en fait, leur idée ce serait que tout soit traité en local, mais en fait c'est impossible puisqu'il y a plein d'appels serveurs. Donc il y a une partie des choses qu'on demande à Alexa qui se fait en local, et puis une autre partie qui est effectivement traitée par les serveurs d'Amazon. Et puis de toute façon, en général, il est possible que toutes vos interactions avec Alexa soient enregistrées pour être ensuite, qu'ils améliorent ensuite leur IA. Hein. C'est pas évidemment, ils s'en servent encore de vos Alexa. Mais même dans des enquêtes judiciaires, je crois, il n'y a pas eu des histoires comme ça. Moi, ça me passionne en fait. Le fait que les objets connectés de plus en plus, maintenant, ça sert à résoudre des enquêtes. Bien sûr. Une histoire, alors, je crois que c'était. Est-ce que c'était en Allemagne? Je sais plus, mais c'est un meurtre en fait. Il y a eu une histoire de meurtre, et en fait, on a pu retrouver la voix du meurtrier qui avait été enregistrée sur le Alexa parce qu'un morceau de musique avait dû être lancé juste avant ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Enfin, vraiment, il y a des films et des romans policiers à écrire en utilisant ces outils-là. On va revenir dans un instant. De quoi je me mêle, deuxième partie de ce club de la presse IT avec un sujet sur la réalité virtuelle. C'est bien, mais parfois ça peut faire mal. je vous en dis pas plus. On reviendra aussi sur Facebook tout à l'heure, et puis toute l'actualité encore de cette semaine qui est très chargée. Si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire. La suite, c'est tout de suite. Et puis si vous êtes en vidéo, par exemple, sur 01 TV, la suite arrive aussi. Et sur YouTube, ce sera notre deuxième module. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.